5 jours plus tard, une autre plainte a été déposée par la victime de l'accident du métro aérien. La condamnation d'Indestructible a coûté des millions au gouvernement et ouvert la voie à un déluge de plaintes contre les super-héros dans le monde entier. Il est temps à présent que leur identité secrète devienne leur seule et unique identité. Sous la pression de l'opinion publique et face à la terrible menace financière due à la multiplication des procès, le gouvernement a discrètement mis en place le programme de réinsertion des super-héros. Les super seraient déchargés de toute responsabilité pour leurs actions passées, en échange de leur promesse de renoncer à jamais au super-héroïsme. Où sont-ils aujourd'hui? Ils vivent... Donc après un deuxième volet réussi, les Indestructibles se sont offert une place de choix parmi les incontournables de chez Pixar, même s'ils étaient déjà bien installés chez le studio avec le premier film qui a reçu l'Oscar du meilleur film d'animation en 2005. And the Oscar goes to... Don't feel bad about the Pixar people, they have iPod stock, they're gonna be okay. The Oscar goes to... The Incredibles. Récompense que Toy Story n'obtiendra même pas avant son troisième volet. Et j'ose espérer que comme moi, à la fin du 2, vous aviez immédiatement envie de regarder le troisième, voire de cliquer sur l'épisode suivant comme si c'était une série. Malheureusement, ce 3 il n'existe pas. Encore. Il y a pas mal d'éléments dont la finalité n'a pas été donnée dans les deux premiers films, et du coup je me suis demandé qu'est-ce que ça donnerait un troisième film. Et je vous propose donc de venir réfléchir avec moi à quoi pourrait ressembler un troisième volet des Indestructibles réussi. Tout d'abord, est-ce que vous connaissez ce mec? Ce mec, c'est Brad Bird, c'est le premier nom à apparaître au générique des Indestructibles. Normal, vu que c'est le réalisateur. Alors ce nom, il vous évoque peut-être rien, pourtant si aujourd'hui il réalise des films pour Pixar, c'est que quelque part, c'est peut-être pas n'importe qui. Et peut-être que si vous êtes comme moi, jusqu'alors vous avez jamais fait attention au nom dans les génériques des films, d'animation en tout cas, mais je suis à peu près certain que ce mec, d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, il fait partie de vos vies. Je vous explique. Brad Bird, il est né le 24 septembre 1957 à Kalispell dans le Montana. Et ce mec, il était dès le début destiné à faire des films d'animation comme il l'explique lui-même. I started drawing at the age of 3, and there's nothing unusual in that, and my drawings weren't anything special. They still had, you know, round circles for heads and dots for eyes and a straight line for a smile and squiggles for legs. But what was unusual was, and I didn't figure this out until later, my very first drawings were sequential. They were meant to be seen in a certain order. And I would show these primitive drawings like this and tell the story and go like this. Even the very first ones I did. And like I said, they weren't anything special. There was nothing that was any different from any other kid's drawings at that time. The only thing that was different was that they were meant to be seen in a certain order. Like a storyboard. Yeah, like a storyboard. Donc voilà, très tôt, il se passionne pour l'animation et il devient à 13 ans, selon sa page Allociné, le protégé de Milt Kahl. Milt Kahl, c'est l'un des Nine Old Men, ou des 9 sages de Disney en français. C'est le nom donné à un petit groupe d'animateurs qui sont arrivés pendant le premier âge d'or de Disney entre 1927 et 1935 et qui sont considérés comme des légendes de l'animation et qui ont été à la base véritablement du succès du studio parce que c'est notamment les papas de Blanche-Neige et des Sept Nains ou de Cendrillon par exemple. En tout cas, dans l'ensemble, ils sont à l'origine d'un certain nombre de films qui sont aujourd'hui considérés comme les grands classiques de chez Disney. Et parmi eux, Milt Kahl, qui est l'animateur le plus influent chez Disney à son époque. Il a plus ou moins le pouvoir de décision sur l'ensemble des personnages qui sont créés entre 1935 et 1960. Et lui, personnellement, il est à l'origine de Peter Pan, pour ne citer que lui. Mais ça mériterait une vidéo entière et je vous invite à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur ce sujet. Et sinon, je vous invite aussi à aller regarder la vidéo qui m'a servi pendant mes recherches que je vous mets en description. Donc, en résumé, Brad Bird, c'était le protégé d'un des hommes les plus importants de chez Disney à l'âge d'or du studio. Comme quoi, Brad Bird, c'est pas n'importe qui. Donc, après avoir été diplômé de la California Institute of the Arts, il trouve du travail chez Disney en tant qu'animateur sur Rox et Rookie en 1981. En 1990, il est engagé par la 20th Century Fox pour réaliser des épisodes pour Les Simpsons. Et puis il devient consultant exécutif pour la série jusqu'en 1998.
Et en 2007, Pixar lui confie la réalisation d'un petit bijou à la française, Ratatouille. Et entre-temps, en 1999, il saute le pas pour réaliser son premier long métrage d'animation, Le Géant de Fer. Ce film, c'est un véritable chef-d'œuvre, et si vous l'avez pas vu, je ne peux que vous inciter à aller le voir. Vraiment, il vaut le coup, c'est un film qui est magnifique, il est vraiment très beau, même visuellement, et puis surtout, il est très 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 émouvant. Il a vraiment marqué mon enfance à jamais, c'est un vrai chef-d'œuvre. Et donc pour l'anecdote, selon IMDb, Brad Bird, il en a eu l'idée en partie suite à la mort de sa sœur, malheureusement, qui a été tuée par son mari par arme à feu. Et son pitch, encore une fois selon IMDb, c'était de se demander ce qu'il se passerait si une arme avait une âme et qu'elle ne voulait plus être une arme. Et donc bien que le film soit aujourd'hui reconnu comme un classique de l'animation, il manque de promotion à sa sortie et c'est un échec commercial malgré de bonnes critiques presse. Il faudra attendre encore 5 ans pour que Brad Bird atteigne la véritable consécration lorsqu'en 2004 sort en salle Les Indestructibles. Les Indestructibles sortent le 24 novembre 2004, et encore une fois, le pitch de base, comme pour le Géant de Fer, il prend à contre-pied des codes très simples. Qu'est-ce que ça donnerait un super-héros qui ne pourrait pas en être un ? So you just keep asking questions. Why is he unhappy? He can't be a superhero. Why can't he be a superhero? Because they're lawsuits. Why are there lawsuits? Because who cleans up after superheroes? You know, and it just went on and on and on. C'est là le fort de ce mec en termes de scénarisation, je trouve. C'est aller chercher des idées qui sont simples, mais auxquelles personne n'irait penser. Dans une époque où, depuis la Seconde Guerre mondiale, le super-héros fait partie intégrante de la culture mondiale, il est vu comme le héros charismatique et altruiste, qui use de ses pouvoirs pour sauver le monde. À cette époque, personne n'aurait eu l'idée de réaliser un film sur une société qui refuse les super-héros. Et pourtant, est-ce que c'est pas tellement plus réaliste ? Est-ce que c'est pas typiquement humain d'avoir peur des différences ? Qu'une minorité doive se battre pour revendiquer des droits ? Moi, ça me choque pas plus que ça. À l'époque, il a déjà anticipé les questions qui se poseront des années plus tard dans Captain America Civil War. The world owes the Avengers an unpayable debt. You have fought for us, protected us, risked your lives. But while a great many people see you as heroes, there are some who would prefer the word vigilantes. And what word would you use, Mr. Secretary? How about dangerous? What would you call a group of US-based, enhanced individuals who routinely ignore sovereign borders and inflict their will wherever they choose, and who, frankly, seem unconcerned about what they leave behind? On pourrait considérer que Batman ou Spider-Man aussi sont des super-héros qui ne sont pas reconnus comme tels par leur monde. Mais ici, Brad Bird, il fait réellement des super-héros de son film des Monsieur Tout-le-Monde. Bob Parr n'est pas un petit génie trop fort, tout comme Helen Parr n'est pas une milliardaire à la tête d'un empire financier. Le premier, il bosse dans une boîte d'assurance, tandis que l'autre, elle est femme au foyer pour s'occuper de leurs 3 enfants. Ils sont le couple moyen aux États-Unis, tout ce qu'il y a de plus basique. Il nous faudra 14 ans avant d'enfin avoir le deuxième volet des Indestructibles sur nos grands écrans, puisqu'il sort le 15 juin 2018. Et si Brad Bird il cherche plus à casser un code, son histoire elle est déjà toute trouvée, mais on en reparlera. Ici non, il met en difficulté plus spécifiquement son personnage principal, Monsieur Indestructible. Celui-ci, comme on le sait déjà, il est très attaché à son métier de super-héros, mais pour retrouver ce statut qui lui manque, il va devoir se faire violence encore, puisque une opportunité de retrouver son travail se présente, mais c'est à sa femme qu'elle sera confiée. Lui, il sera plus cantonné qu'au rôle de parent, qui doit s'occuper de 3 enfants pendant que l'épouse est au travail. Donc l'ambiance grotesque de ces séquences nous invite quand même à nous questionner sur la difficulté du rôle de père dans ce cas-là, et de parent de manière générale. Bon, mais avec tout ça se dessine finalement une trame plutôt logique entre le 1 et le 2, puisque le premier se clôt sur l'arrivée du démolisseur, sur lequel on reviendra, et sur la famille qui décide d'enfiler leur costume pour aller le combattre. Et le 2 s'ouvre sur la même action. Sauf que à ce moment-là de l'histoire, les super-héros sont toujours illégaux. Grâce à l'élimination du robot de Syndrome, ils gagnent un peu en crédibilité aux yeux du public, mais il reste toujours les décideurs politiques à convaincre. Brad Bird disait bien que l'idée initiale du premier film, c'était que c'était pour les gouvernements plus intéressant de ne pas avoir à nettoyer derrière les super-héros. Assumes that in our highly litigious society, it becomes a burden to constantly bail the superheroes out and get them out of troubles.
Le 2 peut paraître aux yeux du scénario comme une évidence du coup, le combat mené dans le 1 n'est pas fini, à savoir que les super-héros sont toujours illégaux, et le fait est qu'il ne l'est toujours pas vraiment à la fin du 2. Les super-héros sont réhabilités par un tribunal et un retour est voté. Étant donné que ça reste un film pour enfants, on pourrait considérer que ça s'arrête là et c'est bien comme ça. Mais étant un peu tatillon, je dirais que certaines choses ne sont pas complètement résolues et qu'on pourrait imaginer Les Indestructibles 3. Bon, déjà il y a la question du démolisseur. C'est un méchant presque emblématique des Indestructibles s'il n'était pas resté que 5 minutes à l'écran, cumulé entre les deux films, puisqu'il finit par échapper à Monsieur Indestructible après avoir dérobé le coffre d'une banque et lance ainsi le deuxième film. Et qu'en est-il de Fol Amour, par exemple? Ces deux méchants, caractéristiques de méchants de films de super-héros, mériteraient peut-être d'être approfondis. On pourrait donc imaginer que le troisième volet des Indestructibles tournerait autour de la traque, de l'affrontement et de la capture de ces méchants, dont l'apparition courte laisse planer une forme de mystère. Le fait même que Monsieur Indestructible au début du premier film connaisse son adversaire en l'appelant par son blaze, Fol Amour, indique probablement une sorte d'antécédent entre les deux personnages, peut-être même une rivalité façon Batman et Joker. Et l'entrée en scène du démolisseur est trop impressionnante et il n'est pas là juste pour voler une banque. Ça ne peut pas être son seul objectif quand tu indiques toi-même vouloir déclarer la guerre à la paix. C'est le bout du tunnel. Je viens déclarer la guerre à la paix et au bonheur. Et pour finir, en faisant des recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur ce commentaire sur une vidéo YouTube que j'ai trouvé vraiment super intéressant. Une famille de super gentils contre une famille de super vilains. Ce serait hyper impressionnant à l'écran. Il y a tout à imaginer en plus. Ce serait une forme de rivalité hyper intéressante. On verrait par exemple les enfants dans les mêmes classes, sans qu'ils s'en rendent compte. Alors, quand je vous parlais de réhabilitation par un juge, on peut, au vu du background, imaginer une réglementation plus sévère concernant leurs actions, pour éviter les mésaventures qui ont conduit à l'arrêt des super dans le premier film. Mais qui dit réglementation peut dire service, et qui dit service peut dire marché s'il est ouvert aux entreprises privées. Et qui, dans l'univers des Indestructibles, serait ravi de pouvoir collaborer avec les super, et en plus qui en a les moyens? Winston Devor. Donc le 3 pourrait tourner autour d'une entreprise privée de super-héros dont tu achèterais les services comme une police d'assurance super-héros à laquelle tu souscris, et quand t'es braqué, cambriolé, agressé, tu peux faire appel à un super-héros qui bosserait pour toi et qui viendrait te sauver. Ce serait pas incroyable de réussir à capitaliser même sur les héros, ce qui est d'ailleurs quelque chose de typiquement humain à nouveau. On pourrait également imaginer un troisième volet, un peu comme Cars dans l'esprit, les vieux super-héros sont plus à la hauteur, la relève est arrivée, merci pour les travaux, maintenant on peut sauver le monde tranquillement, mais ne nous ralentissez pas trop s'il vous plaît. Partez au soleil, faites un truc, restez pas dans nos pattes. Bam, seconde dépression pour Robert, qui devra alors se prouver à lui-même qu'il en est encore capable, avec un succès relatif, il enchaînera les bêtises jusqu'à ce que sa peine soit entendue par quelqu'un. Mais bon, plus conventionnel comme idée, pas terrible, je vous l'accorde. Mais dans tout ça, subsiste un personnage au potentiel insoupçonné et inexploité qu'on rêve tous de voir évoluer, ne mentez pas. Jack, mesdames et messieurs. Et ouais, le petit bébé, normal, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il a plein de pouvoirs. Plusieurs, a priori, c'est normal, au jeune âge, mais lui en a particulièrement beaucoup. Il a tout le potentiel pour devenir un super-héros hyper puissant. Mais quelle place peut-il prendre dans une suite des Indestructibles? L'intérêt de l'histoire voudrait que la famille ne change pas d'âge et que Jack reste un bébé. Mais il serait aussi intéressant de voir l'évolution d'un tel personnage qui pourrait être une sorte de super-héros originel. Peut-être également qu'il pourrait être la réponse à comment les super-pouvoirs sont arrivés dans ce monde et pourquoi certains en sont dotés mais pas d'autres. Il pourrait également être la relève mentionnée, le super-héros parmi les super-héros de par ses nombreux pouvoirs qui le rendent extrêmement fort. Dans tous les cas, au vu de l'importance donnée à ses particularités dans le 2, si une suite finit par sortir, il sera pas surprenant que Jack en soit au centre. Bon, et puis enfin, la dernière question que tout le monde se pose. Est-ce que Tommy et Violette vont enfin réussir à faire leur date? Parce qu'il serait temps, là. Tout ceci étant dit, il nous a fallu 14 ans pour avoir un deuxième film. Il nous faudra au moins autant pour avoir un troisième, je pense.
Mais dans tous les cas, ce troisième devrait finir par exister parce qu'on aura toujours Samuel Jackson pour faire pression sur Brad Bird. Do you gladly come back for a third? Of course. Yeah. Are you gonna start bugging Brad? No, not yet. Not yet. Okay. Not yet. After It's the. gonna be a while. It'll be a while. Yeah, yeah. Okay. Voilà, c'est tout pour moi pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et puis à partager pour donner de la force. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et dites-moi aussi s'il y a des histoires ou des sujets que vous voudrez que j'aborde. Sur cette chaîne, je vais essayer de parler de cinéma principalement pour commencer et peut-être un peu de rap. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, merci d'avoir suivi.